Ils étaient littéralement les Lindbergh de leur époque. En 1804, le Congrès voulait construire une route vers la côte ouest par voie terrestre. Ils voulaient explorer le centre de ce pays qui n'avait jamais été exploré auparavant. La vérité choquante derrière la fin soudaine de Pawn Stars est plus stupéfiante que ce que les fans auraient pu imaginer. La série, qui était autrefois une sensation mondiale, s'est retrouvée empêtrée dans des procès familiaux amers, des scandales personnels explosifs et même des accusations de fraude. Une chute que personne n'a vu venir. Plongeons dans le réseau enchevêtré de mensonges, de cupidité et de secrets qui ont conduit Pawn Stars à sa perte. Vous n'en croirez pas vos yeux? Célébrité. Fortune et querelle familiale à Las Vegas. L'ascension et la chute de Pawn Stars est une histoire pleine de rebondissements inattendus. À partir d'un simple prêteur sur gage de Las Vegas, l'entreprise est devenue une sensation mondiale à la télévision. Pour finir dans un enchevêtrement de controverses et de scandales. Ce voyage de gloire et de malheur a capté l'attention de millions de personnes. Mais derrière les lumières vives et les antiquités insolites, des réalités plus sombres se sont dévoilées. Quelle est la véritable cause de leur chute? La réponse va tout changer. Pawn Stars est né de la vision de Rick Harrison de mettre en valeur le prêteur sur gage de sa famille sur une scène plus grande. Quoi? La raison pour laquelle nous avons ces lignes blanches sur le parking, c'est que vous êtes censé vous garer entre elles, pas dessus. Regarde, mon foutu parking. Je me garerai où je veux. OK. Papa, Rick, connu pour ses talents de négociateur et ses vastes connaissances en matière d'antiquité, a travaillé aux côtés de son père, Richard the Old Man, Harrison, de son fils, Corey, et de l'ami de Corey, Austin Chumley Russell. Lorsque l'émission a débuté en 2009, elle est rapidement devenue un favori parmi les téléspectateurs, qui ont apprécié de voir l'équipe marchander des objets rares et inhabituels apportés dans la boutique. Chaque objet avait une histoire, et la capacité de Rick à intégrer un contexte historique dans les négociations a ajouté un charme unique à l'émission. Des pièces rares aux objets historiques. Chaque jour, aux prêteurs sur gage d'or et d'argent était différent. Les clients apportaient des objets qu'ils estimaient précieux, dans l'espoir d'un gros salaire. Le format de l'émission. Mêlant humour, histoire et affaires. La différenciait des autres émissions de télé-réalité. Il ne s'agissait pas seulement de conclure des affaires, mais aussi de raconter les histoires qui se cachaient derrière les objets. Les fans ont également été attirés par les plaisanteries enjouées entre les membres du casting, en particulier entre Rick et le vieil homme. Les pitreries loufoques de Chumley ont ajouté une touche comique, faisant de lui un favori des fans. La détermination de Corey à prouver qu'il est un homme d'affaires compétent a ajouté un autre niveau d'intérêt. Mais la célébrité a un prix. Dans les coulisses, la dynamique au sein de la famille Harrison était loin d'être harmonieuse. Après le décès du vieil homme en 2018, les relations familiales ont commencé à se détériorer. Tu commences à voir que des choses de ton passé deviennent inutiles. Tu as peur de devenir inutile. Tu ne vas pas me remplacer comme il remplace le cinéma, n'est-ce pas? Joanne Harrison, la mère de Rick, a intenté un procès contre son fils, l'accusant d'avoir pris le contrôle de ses parts dans le prêteur sur gage alors qu'elle était dans le coma. Joanne a affirmé qu'elle n'avait pas bien compris les documents qu'elle avait signés et a allégué que Rick avait caché des informations financières sur l'entreprise. Le procès a révélé des tensions qui couvaient depuis des années. Les accusations de Joanne n'étaient pas les seuls problèmes auxquels la famille Harrison était confrontée. Elle a également demandé une ordonnance restrictive pour empêcher Rick de vendre les biens de la famille, affirmant qu'il avait cessé de lui fournir un soutien financier. Cette bataille juridique a jeté une ombre sur la série, car les fans ont été choqués de voir la famille qu'ils avaient appris à aimer empêtrer dans des conflits aussi amers. Le procès demandait non seulement des dommages et intérêts, mais aussi un compte-rendu détaillé des finances de l'entreprise, ce qui a encore compliqué la situation. Pendant ce temps, le comportement hors écran de Chumley a commencé à attirer l'attention négative. En 2016, la police a perquisitionné son domicile dans le cadre d'une enquête sur des allégations de violence conjugale. Bien qu'il n'ait pas été inculpé de ce crime, les autorités ont découvert de la drogue et des armes à feu non enregistrées à son domicile. Chumley a finalement plaidé coupable aux accusations de possession de drogue et de possession illégale d'armes à feu, évitant ainsi une peine de prison mais ternissant sa réputation. Les fans qui avaient adoré son personnage adorable et maladroit dans la série
ont eu du mal à accepter la réalité de ces problèmes juridiques. Corey Harrison, le fils de Rick, a dû faire face à ses propres défis. Connu pour son ambition de reprendre un jour l'entreprise familiale, la vie personnelle de Corey a souvent fait la une des journaux. Il a lutté contre des problèmes de poids pendant des années avant de subir une opération de pontage gastrique qui lui a permis de perdre plus de 45 kilos. Cependant, ses tentatives de maintenir un mode de vie sain ont été compliquées par les pressions de la célébrité et ses responsabilités au sein du magasin. Le côté sauvage de Corey lui a également valu des ennuis à plusieurs reprises, notamment lors d'une altercation publique dans un bar et d'un procès concernant un camping-car endommagé. Ces incidents ont dressé le portrait d'un homme essayant de trouver un équilibre entre les exigences de son image publique et ses luttes personnelles. Comme si le drame familial et les scandales personnels ne suffisaient pas, la crédibilité de la série elle-même a commencé à être remise en question. Voir le vieil homme travailler comme ça rend la chose tellement meilleure. Car lorsque nous récupérerons la voiture de Wally et qu'elle sera entièrement restaurée, elle sera très heureuse. Les experts chargés d'évaluer les objets rares avaient pour objectif d'authentifier les transactions. Mais plusieurs d'entre eux se sont retrouvés dans une situation délicate. Un expert, connu pour sa connaissance des souvenirs sportifs, a été accusé d'avoir authentifié des faux objets qui ont ensuite été vendus aux enchères. Un autre a commis une erreur très médiatisée en identifiant un autographe, ce qui a conduit les fans à s'interroger sur la fiabilité des évaluations présentées dans l'émission. Ces controverses ont terni la réputation de l'émission, laissant les téléspectateurs se demander combien d'autres erreurs étaient passées inaperçues. Les problèmes ne se sont pas arrêtés là. À mesure que la popularité de l'émission a augmenté, des rapports ont révélé que de nombreuses interactions vues à l'écran étaient mises en scène. Les vendeurs ont été présélectionnés et leurs objets ont été évalués à l'avance, ce qui a supprimé la spontanéité qui avait initialement attiré les téléspectateurs vers l'émission. Ce qui ressemblait autrefois à un aperçu authentique du monde du prêt sur gage a commencé à sembler scénarisé et artificiel. Les fans ont remarqué ce changement et ont exprimé leur déception, ce qui a entraîné une baisse de l'audience. La pandémie a porté un nouveau coup à la fortune du prêteur sur gage d'or et d'argent. En 2020, les revenus de la boutique ont chuté en raison de l'arrêt du tourisme à Las Vegas. Les tentatives de Rick pour diversifier l'entreprise, comme l'ouverture de Pawn Plaza, un complexe de vente au détail et de restauration, n'ont pas réussi à générer les bénéfices escomptés. Plusieurs commerces de la place ont fermé, les propriétaires reprochant à Rick de ne pas fournir suffisamment de soutien ou de marketing. La pression financière s'est ajoutée à la liste croissante des défis auxquels la famille Harrison est confrontée. L'une des controverses les plus choquantes concernait Olivia Black, une ancienne employée du magasin devenue une favorite des fans pendant son passage dans l'émission. Olivia a été brusquement licenciée lorsque des photos d'elle nue ont fait surface sur Internet. Olivia a intenté une action en justice pour licenciement abusif, mais a ensuite abandonné l'affaire. Elle a poursuivi sa carrière dans le mannequinat et d'autres projets, mais l'incident a laissé un goût amer dans la bouche de nombreux fans. Un autre scandale a secoué la boutique, celui d'une collection de pièces volées. Un homme a affirmé que sa nièce avait volé sa précieuse collection et l'avait vendue au prêteur sur gage. Au moment où le vol a été signalé, les pièces avaient apparemment été fondues, ce qui rendait impossible leur récupération. Le magasin a nié tout acte répréhensible, affirmant avoir suivi les procédures standards. Mais l'incident s'est ajouté à la liste croissante des controverses entourant l'entreprise. Je ne veux pas de bureau. Il y aura un canapé et un bureau pour que tu puisses y travailler et tout le reste. Ta propre salle de bain? Rick, je suis contente. Rick, attaque-toi à ma situation. Je sais ce que je fais. Au fil des années, l'émission s'est éloignée de son concept original, ce qui était autrefois une émission sur l'histoire et l'art de la négociation, est devenue davantage une émission sur les drames fabriqués et les conflits familiaux. Les fans qui avaient regardé la série pour en savoir plus sur les antiquités rares et les objets historiques se sont retrouvés à regarder ce qui ressemblait à un feuilleton. Les personnages, autrefois attachants, ont commencé à ressembler à des versions exagérées d'eux-mêmes. Le comportement sévère mais juste de Rick, l'ambition de Corey et le côté comique de Chumlee semblaient tous moins authentiques à mesure que la série avançait. Malgré ses problèmes, Pawn Stars est resté à l'antenne pendant plus d'une décennie,
ce qui témoigne de son succès initial et de la fidélité de sa base de fans. Cependant, au moment de la diffusion de la 21e saison, la magie avait disparu. Les audiences avaient considérablement chuté et la série avait du mal à conserver son public. Le scandale, tant personnel que professionnel, avait fait des ravages et l'authenticité qui avait autrefois distingué la série était désormais remise en question. Rick Harrison, homme d'affaires avisé, a commencé à se tourner vers d'autres activités. Tandis que le prêteur sur gage d'or et d'argent continuait à fonctionner, Rick explorait des opportunités dans l'immobilier et d'autres secteurs. Pawn Plaza n'a peut-être pas été un succès retentissant, mais la détermination de Rick à maintenir l'entreprise familiale à flot a montré sa résilience. Cependant, l'avenir de l'émission reste incertain. Aucune annonce officielle de son annulation n'a été faite. Mais la baisse de l'audience et les controverses croissantes ont clairement montré que Pawn Stars n'était plus la puissance qu'elle était autrefois. L'histoire commence avec un petit prêteur sur gage, mais la célébrité change tout pour les Harrison. La scène de Pawn Stars avec Steve Carell commence de manière assez ordinaire, mais les choses deviennent vite bizarres, dans le bon sens du terme. La boutique de Las Vegas a accueilli des tonnes de célébrités, mais lorsqu'un type se présente et ressemble beaucoup à la star de The Office, les choses prennent une tournure amusante. Il ressemble à Carell, agit bizarrement comme Carell, mais insiste sur le fait qu'il n'est pas Carell. Rick ne peut pas résister à l'envie de l'approcher pour en savoir plus. Il s'avère que ce n'est qu'un malentendu hilarant. Le sosie de Carell a lui aussi un bon sens de l'humour, ce qui permet à Rick et à l'équipe de s'amuser. Le véritable moment fort de cette visite se produit lorsque l'homme mystérieux, qui pourrait tout aussi bien être le jumeau de Carell, s'intéresse à un couteau de plongée de la Seconde Guerre mondiale. Rick s'empresse de lui présenter la pièce et, tout de suite, l'homme commence à plaisanter sur sa conception polyvalente. Couteau, décapsuleur, tire-bouchon et matraque tout en un. Les plaisanteries coulent naturellement, créant un moment qui aurait pu être scénarisé pour une sitcom. Dans le style classique de Pawn Stars, une négociation de prix s'ensuit. Rick suggère initialement une juste valeur marchande de $200. Le faux Carell, qui ne perd jamais le fil, propose une somme ridicule de $40, clairement juste pour faire durer l'humour. Rick joue le jeu et la négociation devient plus un numéro comique qu'une transaction sérieuse. Finalement, le couteau reste invendu, mais tout le monde s'en va en souriant. Plus tard, Mick Foley, la légende du catch, entre dans la boutique avec quelques souvenirs vintage, un t-shirt Dude Love et un Mask Mankind, tous deux signés. Rick et Chumlee s'illuminent à la vue de ces articles, surtout lorsqu'ils apprennent que les pièces sont autographiées par Foley lui-même. Chumlee, en tant que passionné de catch qu'il est, se lance dans une mini-leçon d'histoire sur les multiples personnages de Foley. Mankind, Dude Love et Cactus Jack. Lorsque Rick demande un prix, le vendeur suggère $500 pour les deux articles. Comme d'habitude, Rick n'achètera pas sans vérifier l'authenticité des signatures. Foley, un bon sportif, reste dans les parages tandis que Chumlee appelle un ami qui connaît les objets de collection de catch. À la surprise générale, Foley accepte lui-même d'inspecter les articles. Il confirme que le masque et le t-shirt sont authentiques, ajoutant un peu d'histoire sur le fait que les t-shirts Dude Love étaient limités en raison du coût élevé de la production tie-dye. Il essaie de conclure l'affaire pour $200, mais le vendeur décide qu'il préfère garder les articles, surtout après avoir rencontré Foley en personne. Tu sais quoi? Je vais jouer le jeu! Que dirais-tu de $5? 5 cents, 3 $200, c'est le prix. Dans un autre épisode, Stan Lee, le légendaire créateur de bandes dessinées, fait une brève apparition. Un client apporte une bande dessinée originale de Spider-Man des années 70, signée par Stan Lee et l'artiste John Romita. La bande dessinée comporte une scène avec Mary Jane et Spider-Man qui est un peu osée pour l'époque. Mary Jane est dans une baignoire et invite Spidey à venir. Intrigué, Rick sait que cette pièce a de la valeur. Mais le prix demandé par le vendeur, Dix $0, semble excessif. Chumlee, désireux d'impressionner Rick, suggère d'emmener la bande à la station Marvel Avengers à Vegas pour l'authentifier. À la guerre, Chumlee rencontre un expert qui confirme que les signatures sont authentiques. Le vendeur essaie de maintenir le prix de $10. Mais Rick, toujours négociateur, contre-attaque avec 3 5 cents. Après quelques échanges,
Ils s'entendent sur 5-0 $. Chumlee rayonnant d'avoir négocié l'affaire. La rencontre avec Stan Lee a sans aucun doute été le point culminant de cet épisode, offrant aux fans un croisement mémorable entre la culture pop et l'histoire. Dana White, le président de l'Ultimate Fighting Championship, fait une apparition audacieuse dans la saison 15, épisode 17. Il est à l'état Arcellai. Recherche de quelque chose d'unique à ajouter à sa collection d'armes grandissante. Chumlee et Corby lui montrent plusieurs épées anciennes, mais c'est une épée de samouraï restaurée du 15e siècle qui attire l'attention de Dana. Rick donne un historique détaillé de la lame, expliquant ses liens avec une famille de samouraïs et la restauration coûteuse qu'elle a subie au Japon. Le prix demandé est de 40 $. Dana, toujours prêt à en découdre, contre-attaque en lui offrant 28 $. Rick ne cède pas et, après une négociation tendue, Dana accepte de lui donner 35 $. Mais il n'a pas encore fini. Repérant d'autres épées dans la boutique, Dana propose 30 $ supplémentaires pour le lot. Chumlee et Corby, ravis de cette vente massive, commencent à emballer les épées. Rick, cependant, n'est pas très content lorsqu'il découvre qu'ils ont vendu l'épée de samouraï qu'il leur avait explicitement dit de ne pas vendre. En final, Dana repart avec 69 $ et il ne peut que hocher la tête face à cette manne inattendue. Enfin, dans l'une des premières saisons, Chumlee a une altercation avec la légende de la musique recluse Bob Dylan. Tout commence lorsqu'un client apporte un exemplaire de l'album d'autoportrait de Dylan, dans l'espoir de le vendre. Rick propose 50 $ en faisant remarquer que l'album n'est pas en parfait état. Mais il a une idée. S'ils parviennent à faire signer Dylan, la valeur pourrait monter en flèche. Chargé de retrouver Dylan, qui est en ville pour un concert, Chumlee se lance dans les rues de Las Vegas. Contre toute attente, il retrouve Dylan et parvient à obtenir l'autographe. De retour au magasin, Chumlee présente fièrement l'album dédicacé à Rick. Mais au lieu de simplement signer son nom, Dylan l'a personnalisé avec un message à Chumlee, diminuant ainsi sa valeur de revente. Il n'est pas vraiment ravi, mais Chumlee est aux anges après avoir rencontré l'une de ses idoles. Pawn Star a le don de mélanger humour, histoire et apparition de célébrités de manière à garder les téléspectateurs accrochés. Qu'il s'agisse d'erreurs d'identité, de lutteurs légendaires, d'icônes de bande dessinée ou de musiciens reclus, l'émission s'est transformée les transactions ordinaires d'un prêteur sur gage en moments inoubliables. Le sosie de Steve Carell n'a peut-être pas acheté le couteau de plongée, mais sa visite dans la boutique a bien fait rire tout le monde. Même si le couteau n'a pas été vendu, elle s'est transformée en une de ces rencontres mémorables qui rendent l'émission unique. On peut en dire autant de l'apparition de Mick Foley. Le vendeur est peut-être reparti avec ses souvenirs signés, mais les fans de catch ont pu voir un segment divertissant impliquant l'une de leurs superstars préférées. L'épisode de Stan Lee se démarque car il combine le monde de la bande dessinée avec l'histoire, ce qui est exactement ce pourquoi Pawn Stars est connu. La signature de Stan Lee sur la bande dessinée Spider-Man a ajouté une valeur significative à l'œuvre. L'excitation de Chumlee à l'idée de rencontrer Lee était palpable, ce qui montre clairement que même après des années de travail dans la boutique, rencontrer une légende comme Stan Lee est une grande affaire. La visite de Dana White a été un autre moment fort, non seulement en raison de l'énorme somme d'argent en jeu, mais aussi parce qu'elle a montré comment la boutique gère les acheteurs haut de gamme. Vendre un sabre de samouraï pour 35 $ et ajouter 30 $ supplémentaires pour le reste des sabres n'est pas une mince affaire. Il avait l'habitude de les distribuer. Il griffonnait de petites choses sur une carte, la Signet, et celle-ci est même datée de janvier 1900. Cool. C'est un excellent conseil. La réaction de Rick lorsqu'il a appris la vente a ajouté une touche d'humour à un épisode déjà passionnant. La quête de Chumlee pour retrouver Bob Dylan et obtenir son autographe est un exemple classique de la manière dont l'émission mélange humour et histoire. Même si l'album signé ne s'est pas avéré aussi précieux que Rick l'avait espéré, il a donné aux téléspectateurs une histoire amusante et un aperçu de la détermination de Chumlee. L'interaction avec le sosie de Steve Carell a été l'un de ces moments insolites qui n'arrivent que dans Pawn Stars. La décision de Rick d'approcher l'homme pour savoir s'il s'agissait vraiment de Carell s'est transformé en un échange amusant qui a diverti les téléspectateurs. Le fait que l'homme ait fini par plaisanter sur l'achat d'un couteau, de plongée de la Seconde Guerre mondiale n'a fait qu'ajouter à l'humour de la situation.
La visite de Mick Foley au magasin a été un régal pour les fans de catch. Voir Chum Lee s'extasier devant les souvenirs de Foley et entendre Foley parler de ses personnages de catcheurs a donné lieu à un segment captivant. Le fait que Foley lui-même ait vérifié l'authenticité des articles a ajouté une couche de crédibilité à la transaction. L'apparition de Stan Lee dans l'émission a été un événement majeur. Il était rare qu'un client apporte une bande dessinée de Spider-Man signée par Lee et Romita. Ce segment a mis en lumière l'expertise de la boutique dans le traitement des objets de collection de grande valeur et a montré comment elle fait tout son possible pour authentifier les articles. La rencontre avec Stan Lee a été la cerise sur le gâteau pour Chum Lee, qui pouvait à peine contenir son enthousiasme. L'achat de l'épée de samouraï par Dana White a été l'une des plus grosses ventes de l'histoire de la série. Le processus de négociation a été tendu mais divertissant. Dana poussant fort pour obtenir un meilleur prix et Rick tenant bon. Le fait que Dana ait fini par acheter plusieurs épées pour un total de 69 $ en a fait l'un des épisodes les plus mémorables. L'aventure de Chum Lee pour retrouver Bob Dylan et obtenir son autographe était à la fois drôle et impressionnante. Malgré les obstacles, il a réussi à retrouver Dylan et à lui faire signer l'album. Le message personnalisé de Dylan n'a peut-être pas augmenté la valeur de l'album, mais il a donné à Chum Lee une histoire à raconter pour les années à venir. Même les professionnels peuvent parfois se tromper. On entend ensuite parler de transactions qui ne se sont pas déroulées comme prévu, des paris coûteux et des contrefaçons. Rick et son équipe du prêteur sur gage sont peut-être des vétérans du métier, mais cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas été victimes de mauvaises affaires de temps à autre. 14 ans d'expérience et de nombreuses leçons coûteuses n'ont toujours pas empêché l'équipe de se faire avoir par quelques faux. Tout d'abord, il y a eu cette fois quelqu'un qui est entré avec un livre soi-disant signé par Joe Jackson pieds nus. La signature de Jackson est désormais le saint graal des collectionneurs de baseball. Le problème est qu'il ne savait pas écrire. La plupart des objets signés qui lui sont attribués sont en fait signés par sa femme. Mais le prêteur sur gage chevronné, bien que sachant cela, pensait avoir repéré quelque chose de rare. Il s'est dit que même si c'était un pari risqué, le jeu en valait la chandelle. Après quelques échanges, le responsable du magasin a décidé de débourser 13 $. C'est vrai, 13 $ pour ce qu'il espérait être un vrai autographe de Joe pieds nus. Mais une fois que le gars est parti avec son argent, le patron a pensé qu'il était sage de faire appel à un véritable expert. Mauvaise nouvelle, la signature n'était pas réelle. Il s'est avéré qu'il avait misé gros et qu'il avait perdu. Pas vraiment un coup de circuit. Puis il y a eu l'incident du maillot d'échauffement de Kobe Bryant. Un homme a apporté ce qu'il prétendait être un maillot de Kobe utilisé lors de la finale de 2010. Il portait le numéro de Kobe et tous les patchs appropriés. Et en plus, il était signé. Le vendeur en voulait 25 $. Le personnel était impressionné, mais savait qu'il fallait l'avis d'un expert avant de dépenser autant d'argent. Lorsque l'expert est arrivé, les choses ont pris une autre tournure. Bien sûr, le maillot était réel, mais il n'avait pas été utilisé pour le match, mais simplement fourni par le match, ce qui le rendait beaucoup moins précieux. Au lieu de valoir 25 $, l'expert l'a estimé à environ 15 $. L'équipe n'a pas apprécié ce prix, donc la transaction n'a pas eu lieu. Fait amusant, après le décès tragique de Kobe, des maillots similaires ont vu leur valeur grimper en flèche pour atteindre plus de 200 $. Quelle occasion manquée! Les bandes dessinées étaient un autre point faible de la boutique. Un jour, une femme nommée Chelsea est entrée avec 7 cartons de vieilles bandes dessinées. L'employé, toujours à la recherche de preuves, a sauté sur l'occasion. Sans feuilleter toutes les bandes dessinées, ni faire appel à un expert. Il a offert à Chelsea 5 cents pour le lot. Il pensait qu'il pourrait peut-être trouver une ou deux perles rares. Il s'avère que la plupart des bandes dessinées ne valaient presque rien. Après avoir transporté les cartons, les membres de la direction n'étaient pas très enthousiastes. Un expert a confirmé plus tard que même si quelques numéros avaient de la valeur, ils ne couvraient pas du tout le prix payé par l'employé. Un autre jour, une autre perte. Vous vous souvenez de ce prétendu gilet indien des années 1890? Un client s'est présenté en prétendant qu'il s'agissait d'un authentique gilet de cérémonie Sioux. Pensant qu'il avait l'air authentique, le chef d'équipe l'a payé un 300 $. Si cette chose est légitime, elle vaut vraiment de l'argent. Et je connais la personne exacte qui peut me donner cette information.
Il n'a pas pris la peine de faire appel à un expert au préalable, ce qu'il aurait dû faire. Attention spoiler. Une fois le gilet examiné, il s'est avéré qu'il s'agissait d'une reproduction faite pour les touristes, et non d'un vêtement porté par les Amérindiens il y a plus d'un siècle. Cette erreur lui a coûté cher. Et qui pourrait oublier la lettre de Napoléon? Un type a apporté une lettre encadrée affirmant qu'elle était signée par Napoléon lui-même. Le jeune associé, pensant avoir trouvé quelque chose de spécial, a négocié un accord et l'a acheté pour 2 zéros d'or. Il était assez confiant quant à sa découverte jusqu'à ce que le patron insiste pour la faire authentifier. Un expert a jeté un coup d'œil et a souligné les problèmes flagrants. La lettre était une réplique, pas un original. L'investissement de 2 zéros dollars de l'associé, sans valeur. Leçon retenue. Ne faites pas l'impasse sur la vérification par un expert. En parlant de musique, un vendeur a apporté ce qu'il prétendait être une mandoline Gibson Vintage. Le même employé enthousiaste, se rappelant à quel point son directeur aimait les instruments, a pensé qu'il impressionnerait le patron en l'achetant sur le champ. Il a négocié le prix à un 500 $ et a conclu l'affaire. Mais lorsque le chef du magasin a fait appel à un expert, les choses ont vite mal tourné. La mandoline s'est avérée être une contrefaçon avec plusieurs caractéristiques incorrectes, comme un autocollant que Gibson n'a jamais utilisé. Le pari des 5 cents d'or s'est transformé en un fiasco total. Aïe. Et puis il y a eu la débâcle de la carte de baseball Cy Young. Un homme est entré avec une vieille carte de 1909 représentant le légendaire lanceur Cy Young. L'ancien passionné de cartes de baseball n'a pas pu résister. Il a marchandé le prix du vendeur de 1 zéro dollar à 300 $, pensant qu'il pourrait encore faire un bénéfice. Quand il a finalement examiné la carte, l'expert a confirmé qu'elle était authentique, mais en si mauvais état qu'elle valait à peine 200 $. Le pari n'a pas été payant. Il a perdu 100 $. Enfin, parlons de ces 6 fausses montres Rolex que le jeune associé a achetées pendant ses premiers jours de travail de nuit. Pensant faire de bonnes affaires, il a déboursé 4 zéros $ pour 6 montres, qui se sont toutes révélées être des contrefaçons. Le patron n'était pas ravi lorsqu'il l'a découvert, et le nouveau venu de l'équipe de nuit a eu droit à un cours intensif sur les raisons pour lesquelles il est crucial de faire authentifier les articles haut de gamme avant de les acheter. Il ne s'agissait pas seulement de montres et de maillots. Le jeune associé a un jour essayé d'acheter un uniforme de baseball de Willie Mays pour 30 et 1 zéro $ après qu'un expert a confirmé qu'il était authentique. Malheureusement, bien que l'uniforme soit authentique, il n'avait pas été porté pendant le match, ce qui le rendait bien moins cher que prévu. Pire encore, l'uniforme s'est révélé plus tard être un faux et a fini par être vendu aux enchères pour seulement 19 zéros $. C'est une perte de 12 zéros $ qu'il a dû digérer. Pour finir, voici une question simple. Les vendeurs de faux articles devraient-ils être plus sévèrement punis ou les acheteurs devraient-ils également être plus prudents? Partagez vos réflexions comme cet article et abonnez-vous pour en savoir plus.